Nous n'avons pas encore terminé. Un message clair et définitif a été délivré lors du dernier sommet de l'OTAN par les dirigeants de l'Alliance. Et un message qui fera trembler jusqu'au bureau du président Poutine au Kremlin de Moscou. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, le président Poutine espérait peut-être user progressivement non seulement l'Ukraine, mais aussi ses alliés. Peut-être qu'avec le temps, il finirait par y se lasser d'envoyer des fonds, des armes, des véhicules et d'autres équipements militaires illégaux à l'Ukraine, ouvrant ainsi la voie à une victoire russe. Mais ce n'est pas ce qui se passe. En fait, c'est même le contraire. L'OTAN est plus engagée que jamais à soutenir l'Ukraine, à renforcer ses défenses et à lutter contre l'oppression et l'agression russe. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, l'a clairement affirmé lors du récent sommet qui s'est tenu les 24 et 25 juin dans la ville néerlandaise de La Haye, et auquel ont assisté tous les chefs d'État ou de gouvernement des 32 pays membres de l'OTAN, ainsi que des hauts responsables de l'Union européenne et des représentants de l'Ukraine. Lors du sommet, Mark Rutte étant monté sur scène aux côtés de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, du président du Conseil européen, Antonio Costa, et du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, pour discuter du renouveau de l'unité et du soutien continu à l'Ukraine. Mark Rutte a commencé par révéler que les alliés de l'OTAN à travers l'Europe, ainsi que le Canada, sont prêts à envoyer encore plus de soutien à l'Ukraine. Au cours de l'année 2025, ils fourniront plus de soutien qu'ils ne l'ont fait l'année dernière. Ce que vous voyez en ce moment, c'est que les partenaires européens et canadiens intensifient désormais leur soutien à l'Ukraine. Déjà, plus de 35 milliards d'euros ont été promis cette année. Et cela, avant même d'atteindre la moitié de l'année, le 1er juillet. L'année dernière, pour l'ensemble de l'année, c'était un peu plus de 50 milliards. Nous pouvons donc supposer en toute sécurité que le montant total pour 2025 sera supérieur à celui de 2024. Et cela vous montre que le soutien à l'Ukraine se poursuit. En effet, si les dépenses continuent à leur rythme actuel, l'Europe et le Canada pourraient envoyer plus de 60 milliards d'euros, voire peut-être même près de 70 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. Cela, ajouté au soutien considérable des États-Unis et d'autres nations, continuera d'avoir un impact énorme et déterminant sur le terrain en Ukraine, aidant les forces armées du pays à repousser les vagues, quasi constantes, d'attaques et de bombardements russes. Mais Rutte ne s'est pas arrêté là. Il a poursuivi en exprimant sa confiance que l'ensemble de l'OTAN resterait ferme dans son soutien à l'Ukraine. Demain, nous aurons un sommet avec les dirigeants de l'OTAN. Et je peux également prédire en toute sécurité que le soutien à l'Ukraine à l'avenir, étroitement lié aux dépenses de défense des pays de l'OTAN, sera maintenu. Ces mots suivants étaient sans doute encore plus convaincants, contenant un message clair et direct à l'attention de Poutine lui-même. Bien sûr, nous espérons que la guerre se terminera bientôt, mais si cela prend plus de temps, qu'il faudra soutenir non seulement en termes de capacité militaire, mais aussi lorsque la paix viendra ou qu'un cessez-le-feu à long terme sera instauré. Que vous soyez si fort que Vladimir Vladimirovitch Poutine n'essaiera plus jamais de capturer ne serait-ce qu'un seul kilomètre carré ou mile carré de l'Ukraine. Poutine n'était peut-être pas présent au sommet de l'OTAN, mais il aura certainement écouté ces paroles avec beaucoup d'attention. Très probablement avec un sentiment croissant de colère et de frustration. Le président russe en est à un point de non-retour à ce stade, tellement engagé dans la guerre, tellement désespéré de gagner et de prendre le contrôle du plus de territoire ukrainien possible. Afin de préserver et de consolider son héritage en tant que grand et puissant dirigeant, il se voit comme tel. Pour Poutine, c'est soit la victoire, soit l'échec. Il ne peut pas se permettre de perdre. Les enjeux sont trop importants, et toute sa réputation ainsi que sa position future en tant que président sont en jeu. En effet, de nombreux rapports et rumeurs suggèrent que les oligarques qui le soutiennent depuis longtemps commencent à perdre patience alors que la guerre se prolonge et que l'économie russe s'effondre. Cela pourrait en partie expliquer pourquoi. Les attaques russes sont devenues de plus en plus agressives ces derniers jours et semaines, alors que l'armée du pays cherche à accélérer son offensive et à étendre ses gains territoriaux, exerçant une pression accrue sur les défenseurs ukrainiens. Mais l'OTAN continue d'éloigner de plus en plus le rêve de victoire de Poutine. Et cela, ce nouvel engagement à financer et à soutenir l'Ukraine rend tout simplement plus probable que la guerre s'éternise, que davantage de soldats russes soient tués ou blessés, s'ajoutant à plus d'1 million de pertes que le pays a déjà subies. Et que Vladimir Poutine sera finalement contraint de revenir à la table des négociations pour convenir des conditions d'un cessez-le-feu. Après que Mark Rutte ait clarifié les engagements de l'OTAN, le président Volodymyr Zelensky a remercié l'Alliance pour son soutien continu.
Il a parlé de l'importance de l'unité, en soulignant qu'elle pouvait être vue et ressentie non seulement parmi les alliés de l'OTAN, mais aussi sur le terrain, en Ukraine. En soulignant qu'une telle unité ouvre la voie pour renforcer l'Ukraine, pour nous apporter un soutien solide, pour aider nos compatriotes et nos familles qui sont à l'étranger à vivre, et pour aider nos Ukrainiens qui sont en Ukraine à survivre, a ajouté Zelensky. Et je vous suis reconnaissant pour votre grande union et votre grande unité. Merci pour la défense aérienne, pour les paquets militaires supplémentaires, et merci de rester avec nous. Pas seulement de rester, mais de rester fort. Et si le président Poutine avait le moindre doute sur la façon dont l'OTAN réagit aux actions en Ukraine, et sur la menace que représente la Russie dans son ensemble, le président du Conseil européen, Antonio Costa, avait encore un autre message fort à délivrer. L'invasion de l'Ukraine par la Russie reste une menace majeure pour la paix mondiale, car cette invasion sape l'ordre international fondé sur des règles. Parce que la Russie est un pays intercontinental, exerçant une pression sur l'Europe, mais aussi sur la région du Pacifique. Et parce que la Russie agit en alliance avec des pays comme la Corée du Nord ou l'Iran, Costa affirme clairement que la Russie est l'ennemi public numéro 1. Non seulement à cause de ses actions illégales en Ukraine, mais aussi à cause des liens belliqueux qu'elle tisse avec certains autres pays à travers le monde. Avec la Corée du Nord, par exemple, il existe de nombreuses preuves de liens croissants entre Poutine et le dirigeant suprême nord-coréen, Kim Jong-un. Non seulement la Corée du Nord a été l'un des rares pays à soutenir la Russie depuis le début de la guerre, mais elle a même commencé à envoyer des troupes combattre en première ligne aux côtés des Russes, à la fin de l'année 2024. Des estimations récentes suggèrent que des milliers de ces soldats nord-coréens ont été tués ou blessés. Pourtant, Kim prévoit d'envoyer environ 6000 membres du personnel supplémentaires en Russie pour aider au déminage et à la reconstruction de la région de Koursk. La Russie s'est également fortement appuyée sur l'Iran depuis les premiers stades de la guerre, achetant un grand nombre de drones Shahid iraniens. Des rapports des services de renseignement suggèrent également que l'Iran aide la Russie d'autres manières, comme en aidant Moscou à construire une grande usine de drones afin de produire en continu un grand nombre de drones pour soutenir son effort de guerre. En effet, lors de son séjour à La Haye ces derniers jours, le président Zelensky a révélé la statistique choquante selon laquelle la Russie a lancé plus de 28 000 drones de type Shahid sur l'Ukraine depuis 2022. Il a estimé qu'environ 2700 de ces drones, soit près de 10% du total, ont été lancés rien que ce mois-ci. Il a souligné que rien de tout cela ne serait possible sans le soutien iranien, tout en mettant en avant l'augmentation incroyable des attaques de drones russes auxquelles l'Ukraine doit faire face en ce moment. Costa a continué de critiquer Poutine pour son refus d'accepter un cessez-le-feu et a fustigé l'agression persistante et croissante de la Russie. Une paix juste et durable en Ukraine est urgente. Et je suis profondément déçu que la Russie ne s'engage pas dans les efforts du président Trump pour parvenir à une paix juste et durable. Alors que le président Zelensky a déjà accepté un cessez-le-feu inconditionnel, la Russie non seulement n'est pas d'accord, mais augmente même l'intensité de son agression contre l'Ukraine. De notre côté, nous continuerons à apporter un soutien total à l'Ukraine et à exercer une pression sur la Russie par le biais de sanctions. Et le 18e paquet de sanctions est en cours. Il a poursuivi en exprimant son espoir et sa joie quant à un avenir commun et partagé entre l'Europe et l'Ukraine, avec l'Ukraine destinée à devenir un membre à part entière de l'Union européenne à l'avenir. Encore une fois, c'est le genre de nouvelle qui va mettre le Kremlin et Vladimir Poutine en colère, en particulier. Il a à plusieurs reprises exigé que l'Ukraine soit empêchée de rejoindre l'OTAN ou l'Union européenne, réclamant qu'elle reste une nation neutre. Il craint l'idée que l'Union européenne, et surtout l'alliance de l'OTAN, s'approchent autant des frontières de la Russie. Mais Costa et d'autres dirigeants clés disent à la Russie, en des termes clairs et simples, que l'OTAN ne cédera pas aux exigences de Poutine. Et l'intimidation ne fonctionne pas. Et si Poutine, en écoutant les paroles des dirigeants européens et de l'OTAN, pensait avoir entendu le pire à ce moment-là, d'autres mauvaises nouvelles pour le Kremlin étaient encore à venir. Lorsque la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a pris la parole, « Mon cher ami Volodymyr, tu es ici parmi des amis.
Et nous soutenons l'Ukraine depuis le tout premier jour. Et tu peux aussi compter sur nous pour l'avenir. Puis elle a lâché une bombe. Nous venons juste d'en discuter. À quel point il est important pour l'Ukraine d'investir dans l'industrie de défense ukrainienne, qui est extraordinaire, agile et innovante. C'est pourquoi nous avons conçu un programme de financement de 150 milliards d'euros. Nous l'appelons SAFE, ou les États membres, mais aussi l'Ukraine. Et d'autres partenaires peuvent se contracter ces prêts pour investir dans l'industrie de défense ukrainienne, qui a démontré sa capacité à innover, à produire rapidement et de manière fiable à grande échelle. Nous pouvons beaucoup apprendre de vous à ce sujet, mais de cette manière, nous pouvons aussi vous soutenir pour la survie de l'Ukraine. Maintenant, analysons cela. SAFE signifie Action de sécurité pour l'Europe, et c'est un paquet financier de l'Union européenne qui offre un soutien à tous les États membres, ainsi qu'à l'Ukraine, souhaitant investir dans des produits raw de défense, qui incluent des munitions, des missiles, des systèmes de combat terrestre, des armes d'infanterie, des systèmes de mobilité militaire, des systèmes de défense aérienne, des drones, des systèmes anti-drones, et même des technologies d'intelligence artificielle et de guerre électronique. Le paquet dispose d'un budget total de 150 milliards d'euros, qui sera mis à disposition sur demande pour ceux qui en ont besoin. Cela signifie, en plus de tous les financements que l'Union européenne et l'OTAN envoient déjà à l'Ukraine. Elle peut également puiser dans ce grand fonds pour investir dans ses propres projets de défense et innovation. Et, comme l'a dit elle-même von der Leyen, ces derniers mois ont montré de nombreux exemples de l'innovation et de l'ingéniosité dont fait preuve l'industrie de défense ukrainienne. Le pays a développé certains des missiles les plus puissants au monde. Par exemple, comme ces missiles balistiques SAPSAN, capables de frapper des cibles jusqu'à 300 km de distance, tout en transportant également de lourdes charges utiles de plus de 450 kg. À bien des égards, ces missiles sont encore plus puissants, plus rapides et plus meurtriers que ceux fournis par des alliés comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, aidant l'Ukraine à s'imposer comme un véritable leader mondial dans l'industrie de l'armement. Le pays est un pionnier dans le domaine du développement de drones sous-marins, avec des modèles comme le Marichka et le TLK-1000, qui élèvent le niveau de cette nouvelle technologie potentiellement révolutionnaire. Le TLK-1000 par exemple mesure près de 12 mètres de long et peut transporter des ogives pesant plus de 5000 kg, ce qui pourrait suffire à couler plusieurs navires ennemis en une seule frappe, ou même infliger des dégâts dévastateurs à des sous-marins nucléaires. Avec plus d'argent à investir dans ces programmes de défense et ces initiatives innovantes, il est impossible de dire à quel point l'Ukraine pourrait devenir puissante, ou quelle création passionnante elle pourrait inventer ensuite. Et Ursula von der Leyen n'en avait pas fini, elle a poursuivi, affirmant la poursuite du soutien financier à l'effort de défense ukrainien. Bien sûr, il y a un soutien financier constant à l'Ukraine, parce que nous savons que vous menez une guerre qui protège aussi nos valeurs et nos principes. Enfin, von der Leyen a évoqué la nécessité d'accentuer la pression sur Poutine et de le forcer à négocier. Nous devons faire pression sur le président Poutine pour qu'il vienne à la table des négociations, et qu'il s'engage sérieusement dans des négociations pour une paix juste et durable. Par conséquent, le 18e paquet de sanctions est mordant, il est sévère. Je sais que nos amis du G7 suivront. Je sais que nos amis du G7 suivront avec leurs sanctions. Tout cela montre que vous êtes parmi des amis. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes à vos côtés. En ce qui concerne le 18e paquet de sanctions, les détails spécifiques n'ont pas encore été révélés. Et il y avait des craintes que le petit nombre d'alliés européens de Poutine, comme Viktor Orban de Hongrie et Robert Fico de Slovaquie, essaient de faire bloquer ou retarder le paquet. Cependant, à la suite du sommet de l'OTAN à La Haye, le chancelier allemand Friedrich Mayers a confirmé que le paquet allait aller de l'avant. Et il a appelé les États-Unis à s'engager également à imposer de nouvelles sanctions contre la Russie. Dans l'espoir que cela suffise à amener Poutine à la table des négociations et à déclencher de véritables discussions sur un cessez-le-feu. Comme le dit Maersk, il n'y aura pas de solution militaire à ce conflit. À son avis, et selon de nombreux autres dirigeants, les sanctions sont le meilleur et peut-être le seul moyen de mettre fin au combat. Sinon, cela pourrait continuer encore pendant des années. La Russie usant l'Ukraine à petit feu, et l'Ukraine, avec le soutien de ses nombreux alliés, s'accrochant et reprenant à chaque fois les maigres avancées de la Russie. Cependant, tant que la guerre se poursuit,
il est essentiel que les alliés de l'Ukraine continuent de fournir le soutien financier et militaire nécessaire. C'est plus important que jamais, car la Russie ne fait pas qu'intensifier l'agressivité de ses attaques, elle renforce aussi ses efforts de recrutement et augmente ses dépenses de défense. À la fin de l'année dernière, Poutine s'est fixé pour objectif de faire de son armée la deuxième plus grande au monde, avec 1 500 000 militaires en service actif. Depuis lors, la Russie a mis en place diverses nouvelles mesures de recrutement, comme offrir d'importantes primes en espèces aux hommes valides qui s'engagent pour combattre. Forcer les migrants originaires de pays d'Asie centrale, comme l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, à s'enrôler sous la menace d'emprisonnement, d'expulsion ou d'autres sanctions. Et en avril de cette année, lancer la plus grande mobilisation militaire depuis des années, où 160 000 hommes âgés de 18 à 30 ans ont été incités à rejoindre les rangs russes. Le budget de la défense de la Russie a également augmenté de façon astronomique depuis le début de la guerre, dépassant la barre des 100 milliards pour 2024, avec 2025 qui devrait atteindre environ 197. 7 milliards dépensés pour la défense, ce qui représente plus de 7% du produit intérieur brut de la Russie. Ce sont des chiffres effrayants, mais ils sont aussi le signe de la désespération croissante de Poutine. Il fut un temps où lui et beaucoup d'autres Russes pensaient que la guerre serait terminée en quelques jours, voire en quelques semaines. Poutine s'attendait à ce que ses troupes traversent la frontière jusqu'à Kiev et organisent un défilé de la victoire peu de temps après. Bien sûr, les choses ne se sont pas passées ainsi. L'Ukraine a riposté pour défendre son territoire, et a continué à le faire avec un courage et une résilience extraordinaires, mois après mois, année après année. L'Ukraine a même remporté des succès lors de ses attaques sur le sol russe, comme l'opération Toile d'araignée et son offensive de Koursk. La guerre fait toujours rage, et Vladimir Poutine n'est pas plus près de la victoire aujourd'hui, qu'il ne l'était à la même époque l'an dernier ou l'année précédente. En fait, une victoire russe paraît plus lointaine et improbable que jamais. Et donc, Vladimir Poutine a injecté encore plus d'argent dans le problème, espérant que des niveaux records de dépenses militaires suffiraient à forcer la victoire par la force brute. Mais l'Union européenne et l'OTAN ont répondu haut et fort. Plus de dépenses seront compensées par encore plus de dépenses. De toute évidence, le soutien de l'OTAN à l'Ukraine ne faiblit pas. En fait, il ne fait que se renforcer. Parce que cela ne concerne plus seulement l'Ukraine et la Russie, il s'agit désormais du monde entier et de son avenir. Comme Mark Rutte lui-même l'a admis lors de discussions en marge du sommet de La Haye. Là-bas, il a exhorté les membres de l'Alliance à reconnaître et à comprendre la menace réelle et préoccupante posée non seulement par la Russie, mais aussi par la Chine, la Corée du Nord et d'autres encore. Ne soyons pas naïfs. Si nous voyons ce que la Chine, la Corée du Nord et l'Iran font pour soutenir l'effort de guerre de la Russie, tout cela est interconnecté. Rutte a poursuivi en disant que l'OTAN fait face à de nombreuses crises en ce moment, y compris la guerre en Ukraine, mais aussi la montée des tensions et des conflits de militaires au Moyen-Orient. L'influence croissante de la Russie à travers le continent africain et la menace toujours présente et grandissante de la Corée du Nord. Il a ajouté que l'OTAN doit être capable de faire face et de gérer ces différentes menaces en même temps, plutôt que d'être aveuglé ou de se concentrer uniquement sur un seul problème. Si nous n'étions pas capables de gérer, oui, le Moyen-Orient, qui est très vaste et attire toute l'attention, et l'Ukraine en même temps, nous ne devrions pas du tout nous mêler de politique et de questions militaires. Si nous ne pouvons gérer qu'un seul problème à la fois, alors laissons d'autres personnes prendre le relais. Ensuite, en se concentrant davantage sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, il a exposé sans équivoque le rôle de l'OTAN. Donc, en attendant, nous devons nous assurer que l'Ukraine dispose de tout ce qu'il faut pour rester dans le combat, que l'Ukraine soit dans la position la plus forte possible. Quand de véritables discussions commenceront, espérons que des discussions sérieuses débuteront dans un avenir proche. Et ensuite, nous devons nous assurer que quel que soit le cessez-le-feu à long terme ou l'accord de paix sur l'Ukraine, il soit durable, qu'il tienne dans le temps. Que Vladimir Vladimirovitch Poutine ne pourra jamais, au grand jamais, tenter à nouveau de s'emparer d'un seul kilomètre carré, ou pour les Américains, d'un seul mile carré du territoire ukrainien. Voilà, en résumé, la stratégie de l'OTAN, soutenir l'Ukraine de manière constante et suffisante. Ainsi, lorsque le moment des véritables négociations viendra, que ce soit dans quelques semaines, quelques mois, ou peut-être même dans quelques années, l'Ukraine pourra aborder ces discussions dans la position la plus forte possible, empêchant la Russie et Vladimir Poutine d'avoir l'avantage. Si l'OTAN peut faire cela, alors l'Ukraine aura de bien meilleures chances de négocier un accord de cessez-le-feu équitable, durable et logique, plutôt que d'être forcé de plier le genou et d'acquiescer à toutes les exigences farfelues que Vladimir Poutine pourrait mettre sur la table. Donc, même si la Russie renforce ses forces, agrandit son armée et augmente ses dépenses,
l'OTAN répond de la même manière, en renforçant encore davantage les défenses de l'Ukraine. Et en continuant de rendre toute avancée ou réussite aussi difficile et coûteuse que possible pour la Russie. La seule question qui reste maintenant est quand Vladimir Poutine finira-t-il par retrouver la raison? Sauf que la guerre est arrivée à un stade d'impasse, et qu'ils ont accepté de reprendre les négociations. Maintenant, pour en savoir plus, regardez notre vidéo récente sur les innovations et avancées incroyables de l'Ukraine en matière de matériel militaire et de stratégie, ou notre analyse approfondie d'une frappe ukrainienne réussie sur une ligne de vie clé de la Russie. Et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne également, pour des rapports plus fiables, informatifs et à jour sur la guerre et d'autres événements importants à travers le monde.